Au début des années 90, l'Union soviétique s'effondre et la Russie doit faire face à une crise économique et politique. La science n'était clairement pas la préoccupation du moment, sauf qu'entre-temps, un enfant prodige est né. Durant sa vie, il résoudra l'un des problèmes mathématiques les plus complexes de l'histoire, avec comme récompense à la clé $1 million. Après 7 ans de travail, il y arrive enfin. Mais à la surprise générale, il refuse les $1 million promis au vainqueur, ce à quoi il répond « Je sais comment diriger l'univers. Dites-moi alors, à quoi bon courir après $1 million ? » Bon, franchement, qui aurait pu y croire? I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal. C'est un travail pour rien en fait. Oui, et pour cause, ce mathématicien est considéré comme fou par certains et comme un génie par d'autres. Ayant résolu un mystère mathématique planétaire, il est devenu à lui seul une énigme. Mais où est la logique derrière ce refus? Comment a-t-il réussi à résoudre un problème si complexe? Est-ce que l'on peut utiliser ces méthodes pour mieux travailler? Par-dessus tout, pourquoi a-t-il réellement refusé $1 million? Pourquoi faire? La plupart des gens n'ont pas compris pourquoi il a fait ça, mais on va voir que la raison derrière ce refus est beaucoup plus énigmatique qu'on ne le pense. Voyons ce qui se cache derrière ce mathématicien fou, considéré comme l'homme le plus intelligent de Russie, Giorgio Perelman. Giorgio Perelman est à l'heure actuelle le seul à avoir résolu l'un des 7 problèmes du millénaire. Les 7 problèmes du millénaire sont 7 équations, théorèmes ou conjectures extrêmement complexes et irrésolues des mathématiques. À la clé, $1 million par problème résolu. Et justement, celui que Perelman a résolu, c'est la conjecture de Poincaré. Celui-ci est né en 1966, près d'une école de mathématiques à Saint-Pétersbourg. Enfant précoce et solitaire, refusant les conventions, sa mère savait qu'il était doué pour les maths, car il était persistant, honnête et adorait résoudre des problèmes exigeants. Mais ça tombe bien parce que selon les dires des autres étudiants, il avait une capacité à résoudre des problèmes phénoménale. Il était aussi extrêmement compétitif. Alors je sais que ça ne se dit pas, mais l'ego est une force. Elle n'est pas bonne partout, mais quand il s'agit de dépasser les autres dans le travail par exemple, elle peut être bénéfique et pour la personne qui en a, et pour le monde. Donc trouvez-vous, vous aussi, un compétiteur dans votre entourage ou ailleurs. Ou, comme Perelman, défiez le monde. Cela va vous pousser vers le haut, parce que même si vous échouez dans votre compétition, vous vous serez amélioré. Mais gardez ça en tête. Soyez prêt à jouer sur vos forces. Par exemple, Perelman ne supporte pas les caméras. Mais si je me mets à faire exactement ce qu'il fait, le résultat aurait été proche de 0. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais! Perelman utilisait son talent pour les maths, quitte Saint-Pétersbourg et part à New York pour son stage dans l'Institut des mathématiques et des sciences. Et il y restera pendant 3 ans. C'est à partir de là qu'il entend parler de la conjecture de Poincaré et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Avant de continuer cette vidéo, il y a une distinction essentielle à faire entre productivité et efficacité. Être productif, ça peut être accomplir 100 tâches dans sa to-do list. Mais être efficace, c'est accomplir de manière parfaite la tâche qui va vous apporter le plus de résultats. Les deux combinés nous apportent des résultats extraordinaires et ça, Perelman l'a très bien compris. Quand il a réalisé que Richard Hamilton n'arrivait pas à résoudre le problème de Poincaré alors que c'était son ambition initial, il s'est tout de suite mis en quête de le résoudre lui-même. En lisant l'article scientifique publié par Hamilton, il sait comment aller plus loin. Et c'est le feu vert pour résoudre le problème tout seul. Il avait une idée très précise du temps que ça allait prendre. 7 ans. 7 ans de calme et de silence intense pour s'occuper pleinement du problème. Ce silence, il n'allait pas le trouver à New York. Il décide donc de prendre un billet d'avion aller simple vers la Russie, dans un appartement près de sa mère et proche de la nature. Pendant 7 ans, il va essentiellement faire 3 choses. Travailler sur Poincaré, marcher et faire du violon. Ce qui est fou, c'est que ce mode de vie ressemble étrangement à celui d'Einstein, qui lui aussi jouait du violon et marchait quotidiennement. Mais pourquoi faire du violon? Parce qu'avoir une activité extérieure vous permet de résoudre des problèmes plus facilement. Ça crée de l'espace dans votre cerveau, ce qui vous permet de débloquer votre créativité. En d'autres mots, si vous êtes bloqué, faites autre chose. Et on ne compte plus le nombre de génies qui ont utilisé cette technique. Par exemple, Beethoven marchait 4 heures presque tous les jours. Nietzsche était connu pour marcher quotidiennement. Et voici ce que Ryan Holiday a un jour écrit dans son livre
le calme est la clé. Il peut nous arriver de nous laisser abattre par le stress et les difficultés. Devons-nous rester là et les absorber? Devons-nous rester là, assis, même si cela nous rend malades au risque d'empirer les choses? Non, rien de tout cela. Nous devons marcher. Nietzsche a aussi affirmé un jour que les seules idées viables qu'il avait, et je dis bien les seules idées viables, viennent d'une marche dans la nature. Donc pour travailler efficacement, vous devez vous aussi identifier la routine, la manière et l'environnement qui vous correspond le mieux. Une fois sa routine trouvée, Perelman s'est mis au travail pendant 7 ans. Et en 7 ans, comme l'ont dit ses prédictions, Ouais, comme par hasard! Il a réussi à trouver la conjecture de Poincaré. En 2002, un sombre blog publie gratuitement la solution à la conjecture de Poincaré. Et c'est signé Perelman. Mais pourquoi l'avoir publié gratuitement sur un site qui pourrait s'apparenter à un blog? Car Perelman rejette les conventions et déteste le système des articles à comité de lecture. Publier cet article de manière non officielle était pour lui un moyen de protester contre ce monde académique qu'il franchement n'aimait pas, même s'il retournera à New York pour présenter sa conjecture devant d'autres mathématiciens. Et là, ils n'en reviennent pas. Non seulement Perelman a découvert la conjecture de Poincaré, mais mieux encore, il a ouvert plein d'autres voies dans la géométrie et d'autres domaines plus complexes des mathématiques. Mais il a fallu attendre 4 ans pour vérifier que son raisonnement était bon. Et quelque chose d'étrange se produit. Non seulement il fuit les caméras comme la peste, mais en plus il refuse la médaille du prix Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Et plus surprenant encore, il annonce arrêter les mathématiques et refuse les 1 million de dollars promis au vainqueur. Pourquoi? Car d'autres mathématiciens ont copié son travail et il affirme donc que le monde des mathématiques est devenu aussi corrompu que le reste de la société. C'est pour ça qu'il a refusé en partie la médaille de Fields. Il a peut-être aussi arrêté les mathématiques à cause d'un burn-out ou peut-être même un mélange des deux. Alors ok pour le burn-out, ça peut se comprendre, ok pour avoir refusé la médaille de Fields, mais pourquoi il aurait refusé 1 million d'euros? Parce qu'il n'en a pas besoin. En fait, sa vie consiste clairement à faire du violon et à marcher. Donc Perelman est un bel exemple de quelqu'un qui a réussi à aller jusqu'au bout de ses convictions, et même si beaucoup de personnes le critiquent pour ça, moi je pense que c'est un acte courageux de sa part. Néanmoins, si j'étais lui, j'aurais quand même accepté les 1 million d'euros pour les donner à une association caritative par exemple. Mais ça ne change rien au génie mathématique de Perelman. Et son nom restera à jamais dans la légende. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines. Regardez cette vidéo où j'analyse Elon Musk ou alors cette vidéo qui parle de poissons féconds.